Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. On dit de mon invité qu'il a, avec ses amis, son équipe et ses robots, a tout scruté, sait tout, il voit tout, il donne un sens à la nouvelle. Monsieur Influence Communication en personne, Jean-François Dumas. Bonjour Jean-François. Salut Gilles. Hey, mes fameux robots. Ça fait toi, tu as été le premier à en parler, puis on en parle encore aujourd'hui. Les robots Dumas. Avant même l'intelligence artificielle, il y avait l'intelligence à Dumas. Ouais. Que tu as perdu au fil des années, évidemment. Qui est devenu plus artificiel. Non, mais en réalité, il faut comprendre que, mettons, quand on s'en parlait il y a 15-20 ans, l'ordinateur était moins présent, il était moins imposant dans nos vies, mais là, c'est sûr que tout se passe par là. Il y a beaucoup de choses qui se passent par là. Et on vit ensemble quelque chose d'exceptionnel, je trouve. La transformation des médias. Pour toi, c'est intéressant, mais pour le grand public aussi. Tu sais, depuis une trentaine d'années, c'est fou l'accélération et puis l'importance que prennent les médias liés à Internet. Puis, en fait, je te dirais que la question la plus embêtante qu'on peut me poser, c'est où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Parce que, tu sais, je veux dire, ça a pris quoi? Ça a pris, des années, tu sais, créer la télévision, la radio, tu sais, c'est des médias, ça a été long à instaurer, à implanter. Mais aujourd'hui, puis en plus de ça, c'est que lorsqu'il s'agit, en marketing, normalement, on identifie un besoin, puis on crée un produit pour répondre à un besoin. Ouais. Lorsqu'il est question de technologie, c'est l'inverse qui arrive. C'est-à-dire que on crée le produit et le produit génère des besoins. Et là, ça vient transformer le monde des médias, la montée des réseaux sociaux, les gens, l'ego marketing, c'est-à-dire les gens qui se mettent en marché, la montée des influenceurs. Tout ça vient transformer beaucoup notre façon de consommer et de livrer aussi de l'information, et de sorte que, je veux dire, si tu me disais de quoi les médias vont avoir l'air demain, je te reposerais une question. Raconte-moi la prochaine bébelle technologique qu'on va inventer. Ouais. Et là, à partir de là, je vais pouvoir te dire où est-ce qu'on s'en va. Parce que vraiment, on dépend beaucoup des nouveaux trucs technologiques qui viennent transformer nos habitudes et nos comportements. Et ça, ça va plus vite que jamais. Ouais, il n'y a pas juste l'actualité qui meurt plus vite. Tout va plus vite. Tout va plus vite, effectivement. Jean-François, dis-moi, depuis tes débuts là-dedans, comment le rapport entre les médias et le public a évolué? Comment tu as vu ça? Ben, en fait, je te dirais que la montée des influenceurs, la montée des réseaux sociaux est venue transformer considérablement le monde médiatique. Ouais. Même que l'espérance de vie des nouvelles aussi, parce que les journées ont encore 24 heures, mais année après année, on augmente à peu près toujours le volume de nouvelles. Comment on fait ça? C'est que les nouvelles vivent moins longtemps. Les nouvelles disparaissent beaucoup plus rapidement. Et ce que ça fait, c'est que on sait plein de choses, mais on comprend pas plus les affaires. On sort le matin, on écoute la radio, on lit un petit peu le journal ou on est sur la presse ou peu importe. Et de sorte quand on arrive au bureau, on a déjà été bombardé de 5, 10, 15, 20 nouvelles. Et tout au long de la journée, il y en a. Ouais. Et là, de sorte que notre cerveau, il y a un maximum qu'on peut gober. Ça fait qu'on peut répéter des choses. On sait qu'il y a un tremblement de terre dans tel pays, il y a une élection qui arrive à Ottawa, il y a telle affaire. Mais on n'a pas le temps de décortiquer. Quand j'étais jeune, puis qu'il y avait l'édition à Québec, par exemple, il y avait l'édition du Soleil le matin, il y avait une édition en après-midi aussi. On avait le temps de la lire, de la décortiquer. Je me souviens même quand, un moment donné, j'enseignais les relations publiques à l'ENAP, un moment donné, on expliquait aux gens, dans les années 80, début 90, on disait, quand les chroniqueurs s'emparent d'une nouvelle, la nouvelle est en phase terminale. Donc, les chroniqueurs, habituellement, à ce moment-là, s'emparaient de la nouvelle vers la 2e ou 3e journée de la sortie d'une grosse nouvelle. Et là, on se disait, eux autres, ils parlent habituellement après tout le monde. Fait que quand les chroniqueurs en parlent, c'est que la nouvelle achève. Mais aujourd'hui, quand 80 quelques % des nouvelles ont une espérance de vie de 2 heures, les chroniqueurs, ils n'ont même pas le temps, oublie ça. 2 heures, c'est fou, hein? Et dans les réseaux sociaux, 95 % des mots-clés ont une espérance de vie de moins d'1 minute. Moi, j'entends ça. Les gens là, qui les écoutent, là, puis qui se disent... ça.
Oui, puis là, les gens qui nous écoutent, qui disent, bah, moi, si j'ai une crise, je vais faire un plan de crise. Tu n'auras même pas le temps de finir de l'écrire, oublie ça. Là. On est vraiment à une époque, plus que jamais, ça fait longtemps que je le dis, mais là, c'est vrai plus que jamais, à une époque de consommer, jeter en information. Donc, on est de plus en plus influencé et l'impact sur les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que les gens ont de moins en moins de temps pour adhérer à une marque. Tu vas être influencé, tu vas voter pour quelqu'un, mais le lendemain, tu vas peut-être voter pour un autre. Tu comprends? C'est que la conviction... Pardon? On est infidèle. Oui, en fait, nos convictions n'ont pas le temps de s'enraciner, qu'on est déjà passé à d'autres choses. Fait que c'est comme si dans un bar, tu avais les plus belles femmes du monde, mais ils étaient toutes là devant toi, puis là, tu choisis, puis 10 minutes après, tu dis, on va peut-être prendre l'autre, on va peut-être prendre l'autre. Finalement, tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas l'occasion vraiment de lier, de tisser des liens en profondeur avec une marque, avec une idée politique, parce que tu en as trop. Puis il y a une limite à ce que l'intelligence humaine peut traiter comme information, mais on t'en donne de plus en plus. Pourquoi? Parce que l'information a plus cette notion-là unique d'informer. L'information a beaucoup, à deux niveaux, a le mandat de divertir et de rentabiliser le média. Parce que la job du journaliste, c'est de trouver la nouvelle, de la traiter, puis de la rapporter, de la valider, puis de la rapporter. Mais la job de TVA, même Radio-Canada, la job de ces gros médias-là, c'est pas de rapporter de la nouvelle, c'est de faire du cash. C'est l'impératif commercial. Ouais. Et s'il y en a encore qui doutent de ça, qui disent non, à la radio de Radio-Canada, il n'y a pas de pub, je vous dirais, ah oui, alors pourquoi, si c'est le cas, pourquoi Radio-Canada achète des panneaux réclames pour vous dire d'écouter le poste? C'est parce que c'est important. Et si l'animateur n'a pas des bonnes codes d'écoute, il ne gardera pas sa job. Donc, l'impératif commercial dans tous les médias, c'est ça qui fait foi de tout. Et ça, c'est une des choses qui a beaucoup changé dans les dernières années. Dis-moi, pour toi, c'est la base, mais pour le public, ça ne l'est peut-être pas. On parle souvent de poids média, surtout quand on parle avec toi d'influence communication. Mais peux-tu expliquer simplement pour les gens, c'est quoi le poids média? En fait, très simplement, c'est la proportion de contenu attribué à un sujet, une personne ou une organisation dans un marché donné. Par exemple, si aujourd'hui, je dis n'importe quoi maintenant, il y a 2% de l'actualité qui va porter sur Donald Trump aujourd'hui, c'est son poids. Ça, c'est donc, on met dans un gros chapeau tout ce qui a été dit, journaux, radio, télévision, parfois réseaux sociaux. On met tout ça ensemble et ça nous permet de déterminer la place qu'une personnalité occupe. À quoi ça sert? Ça sert, à part se divertir, peut-être dire ça a occupé beaucoup de place ou trop de place, ça sert entre autres à déterminer si les organisations ils ont score et fort. C'était qui les concurrents dans l'actualité qui a fait parler, hein? Oui, c'est ça. Par exemple, telle organisation sort ses résultats financiers, puis là, ils se disent, ouais, mais là, on n'en a pas beaucoup parlé, pourtant on a des bons résultats. Je comprends, mais on vient de congédier Martin Saint-Louis. Il est arrivé telle affaire, il est arrivé telle chose. Fait que tout c'est important, ça permet de comprendre, parce que autant pour les organisations que pour les gens qui nous écoutent, c'est important de comprendre comment ça marche, les médias. Ouais. Parce que c'est facile de se dire, les médias, c'est le même. C'est une grande place dans nos vies, là. Oui, puis en plus de ça, ça vient influencer tellement nos comportements que là, il faut vraiment comprendre. C'est notre droit d'être informé, mais je pense, comme citoyen, c'est notre devoir de challenger les médias puis de comprendre pourquoi ça marche et comment ça marche. Exemple, je donne un exemple tout simple, c'est la fameuse idée, on dit souvent que y a des entreprises, des organisations qui vont choisir des moments pour couper des jobs. Par exemple, près de 75% des annonces de coupure d'emploi, ça se fait en été parce que l'actualité est beaucoup plus slack l'été et les mauvaises nouvelles durent moins longtemps. Fait que là, les gens disent « Ouais, c'est effrayant, les organisations, les communicateurs sont malhonnêtes. » C'est pas vrai, pas plus que les journalistes, parce qu'un journaliste de la presse qui a un gros scoop, qui est capable de retenir un petit peu, il va attendre que les gens reviennent puis que le gros trafic d'informations revienne. Fait que le journaliste va aussi jouer avec ça. Donc, autant d'un côté que de l'autre, c'est important de comprendre comment ça marche les médias pour pouvoir maximiser l'impact ou réduire au maximum l'impact de ta nouvelle. Dis-moi, est-ce que c'est quoi les indicateurs pour déterminer l'importance d'une nouvelle? Parce qu'une nouvelle peut être importante pour la société, mais pas si forte en poids média. C'est pas toujours lié, j'imagine? Non, mais en fait,
pour les entreprises, les organisations, quand on nous demande, parce que chez nous, on fait deux affaires. On fait de la revue de presse, mais on fait de l'analyse des médias. Ouais. Et quand on fait de l'analyse, on a à peu près 25 indicateurs qu'on utilise qui nous permettent d'évaluer, dépendamment de ce que le gars veut savoir, qui nous permettent d'évaluer la performance d'une nouvelle ou d'une organisation. Exemple, on parlait du poids média tout à l'heure, mais dans une analyse également, on va déterminer les angles. C'est quoi les angles, différents angles de la nouvelle? Est-ce que le journaliste a rapporté la nouvelle, mais juste dans une perspective où il y a un équilibre avec d'autres angles? Est-ce qu'elle a été le ton de la couverture? Ouais. Le ton aussi. Le ton, là, c'est pas juste positif ou négatif. C'est positif ou négatif pour qui? Parce que toi, t'es à la bourse, ta compagnie est à la bourse. Si tu t'effectues des réductions de services, des réductions d'emplois, ça va être très positif pour les actionnaires, mais très négatif probablement pour les clients, les bénéficiaires. Donc, le ton, de le déterminer en fonction de quelle clientèle. Les accélérants, il est arrivé... Bon, la nouvelle est sortie, mais là, tout d'un coup, il y a eu un scandale en association avec la nouvelle qui est sortie le matin. Donc, la nouvelle s'est transformée. On identifie puis on analyse aussi beaucoup les performances des porte-paroles. Par exemple, lorsqu'une grosse organisation chez nous va faire une sortie publique, on va surveiller en temps réel comment elle est reçue et perçue. Et ça nous permet de communiquer, par exemple, avec le PR, l'attaché de presse du président, puis de lui dire, quand tu donnes cet exemple-là, c'est pas vraiment repris, mais quand tu te parles de ça, tous les médias te reprennent mot à mot. Ça leur permet de faire ce qu'on appelle le fine-tuning, l'ajustement fin de leur communication pour s'assurer d'utiliser les bonnes expressions, les bons exemples. Okay. Et la durée, l'espérance de vie de la nouvelle, y a-t-il eu des spins? Y a-t-il des journalistes ou des chroniqueurs qui se sont emparés de ça? De quelle façon? Y a-t-il des chroniqueurs qui ont été favorables à ce qui t'est arrivé? Donc, ces gens-là, on va les garder en note pour pouvoir peut-être leur parler plus tard pour faire du ciblage. Fait que toutes ces données-là deviennent hautement stratégiques et très utiles pour l'organisation. Est-ce que la taille d'un média, Jean-François, compte plus que son influence réelle? Je pense pas. Je vais donner un exemple classique que tout le monde connaît puis que tout le monde cite. C'est l'exemple du Devoir. Oui. Le Devoir n'a pas un gros readership, mais il a une très grande influence. Je veux dire, c'est pas vrai, mais il y a une époque, les gens faisaient des blagues, ils disaient « Le Devoir, personne ne lit, mais tout le monde le cite. » C'est caricaturé, mais c'est pas loin de la réalité. Il y a comme des lettres de noblesse, là, de crédibilité. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas un média qui a un gros tirage, mais c'est un média qui va avoir une influence politique. À l'inverse, je le sais parce qu'on fait la revue de presse pour à peu près tous les ministères au gouvernement du Québec, par exemple. Il y a certains médias ou certaines régions qu'on va couvrir, d'autres certains médias qui nous intéressent moins. Donc, on sait que certains médias qui vont sortir, qui vont pelleter de la nouvelle, donc on s'y intéresse. Il y a certains leaders d'opinion dans des médias que, peu importe ce qu'ils écrivent, on les surveille parce qu'eux autres, quand ils disent de quoi, ça a un impact. Donc, c'est très relatif en fonction des individus, en fonction de la région, et aussi parfois, des fois, en fonction de la nouvelle aussi. Il y a certaines nouvelles où on va se concentrer uniquement sur les médias nationaux et on va laisser tomber les régions. Si on parle maintenant de l'actualité comme telle, si on y allait du côté québécois, quel sujet, selon ce que tu vois dans tes radars, qui ont dominé l'actualité récemment, là, qui ont fait la manchette, qui ont fait vos tops là, le plus souvent, j'imagine? Oui, en fait, si on regarde pour la période de l'été, je vais te défiler ça depuis le début du mois de juin. Okay. La nouvelle numéro 1 au Québec, c'est l'Omnium de la Banque nationale avec le tournoi de tennis. Et ça, je trouve ça rafraîchissant. À cause de Mboko? Entre autres? Oui. Puis aussi parce que je te dirais que ça, c'est une bonne chose. Depuis la pandémie, il y a une chose qui a changé. Depuis la pandémie, on s'est ouvert un peu à d'autres sports. On laisse plus de place au tennis. Il faut dire aussi que les Canadiens au tennis, les Canadiens et Canadiennes sont beaucoup plus performants. Ils vont très bien, ils performent très bien. Vrai. Il y a un bon accueil. Donc, là, au niveau de la médiatisation et de la demande du public, ça a beaucoup augmenté dans les dernières années. Donc, la nouvelle de l'été, c'est pas le Canadien, c'est lié évidemment à l'Omnium Banque nationale, ce qui est très, très bien. Après ça, tu as le bombardement de l'Iran par les États-Unis qui a continué de faire réagir vers la fin du mois de juin. Le repêchage de la Ligue nationale qui à la fin du mois de juin aussi. La guerre au Proche-Orient, le Canada qui pourrait reconnaître l'État palestinien au mois de septembre. La mort de Serge Fiori, qui a été la 5e nouvelle de l'été. Ça a été une nouvelle culturelle. C'est rare qu'une nouvelle culturelle se taille dans une place dans le top 5, mais ça, c'est la 5e nouvelle dont on a le plus parlé au courant de l'été au Québec. Puis au Canada, si on regarde ça, les thématiques qui ont pris la place de l'été, c'est quoi? Ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé au Québec. À part Fiori, peut-être?
Oui, bien, tu sais ça. Le bombardement de l'Iran, le début de la période des joueurs autonomes dans la Ligue nationale qui arrive au 2e rang au Canada, mais qui arrive au 6e rang au Québec. La guerre au Proche-Orient, le Canada qui va reconnaître la Palestine au mois de septembre. Okay. Le repêchage de la Ligue nationale. La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis. C'est les principaux sujets. Puis évidemment, c'est normal que Serge Fiori n'ait pas scoré ailleurs au Canada. Les sujets mondiaux qui ont éclipsé le reste dans les derniers mois, j'imagine qu'on revient à la guerre, puis Gaza et autres. Et beaucoup, évidemment, les relations avec les États-Unis. Ah ben oui. La guerre tarifaire, c'est un classique. Écoute... Ça peut être déjà, tu pourrais quasiment dire que c'est la nouvelle de l'année? Ben, en fait, j'aurais de la misère à identifier la nouvelle là-dedans parce qu'il y a tellement de composantes. Liées à Trump, tu veux dire? Oui, lié à Trump, c'est un nouveau tarif, un ajustement, un gel de tarifs, la guerre. Tu sais, il y en a tellement. Et puis tu le sais, on en a déjà parlé au Québec. Habituellement, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Même ailleurs au Canada, on s'y intéresse à peu près pas. C'est vrai. Mais avec l'avenue de Trump, on a augmenté considérablement notre intérêt pour l'international. Pour les États-Unis, je devrais dire. Mais il y a plus de 85% de notre intérêt pour l'international qui est lié directement à Trump. Donc, autrement dit, la conclusion de ça, c'est qu'on fait moins d'international, mais on s'intéresse beaucoup plus à Trump. Tu comprends? Ouais. Il occupe tellement de place, il est tellement dominant et il y a tellement de bruit aussi. Parce que dans l'actualité, Gilles, il y a 2 secteurs où il y a beaucoup de bruit. Tu as Donald Trump, où tu as entre 85 et 90% de ce qu'on dit sur lui, c'est ce qu'on appelle du small talk, c'est-à-dire, on dit n'importe quoi. Il est-tu fou? Il est-tu je comprends. Ouais. Tu parles on dit n'importe quoi. C'est ça. Ouais. Et l'autre secteur où il y a beaucoup de bruit, c'est quand il s'agit du Canadien. Il y a plus de 90% du discours sur le Canadien. C'est qui va jouer sur le 2e trio, puis on devrait-tu donner un gros contrat à Lane Hutson? C'est pas de la nouvelle, ça. C'est du verbiage. On jase pour jaser. Et c'est 2 secteurs qui sont tellement importants qu'à un moment donné, il y a un bruit. Il y a comme un bruit de fond qui est constant. Et c'est la première fois que je vois un politicien générer ça. Et lors de son premier séjour au pouvoir, Trump avait également cette habitude-là de générer beaucoup de bruit. Donc, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, on entend parler de lui du matin au soir sur toutes sortes d'affaires, autant des niaiseries que des dossiers politiques importants. Et ça crée beaucoup de bruit. Et ça crée aussi une éclipse sur d'autres sujets. Parce que ça prend tellement de place que ça laisse moins de place pour parler de d'autres sujets qui sont importants. Est-ce qu'il y a un risque, quand il y a beaucoup de nouvelles, beaucoup de fois, avec une fréquence grande sur le même sujet, c'est-à-dire autour de Trump, que les gens, finalement, n'écoutent plus, ils pensent toujours la même nouvelle. Donc, tu sais, on a un côté impatient, on a un côté, on passe à d'autres choses, tu le dis, on tient pas en place. Donc, il n'y a pas un peu ça, à partir du moment où tu es bombardé toujours, puis c'est toujours Trump, que tu dis, ben, finalement, il est fou, puis ça règle tout, ou il est spécial, puis ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a ce danger-là, à ton avis? Je pense que tu as raison. Je pense qu'à un moment donné, à force d'en entendre parler, à un moment donné, on n'écoute plus. Ouais. On est moins attentif. Écoute, c'est pas compliqué. Donald Trump, il va être, je peux déjà te l'annoncer, on le savait avant même le début de l'année, ça va être la personne la plus médiatisée au Québec, au Canada, dans le monde. C'est le même année après année. Et même quand il n'était pas au pouvoir, lors du dernier mandat, il était dans le top 10 des gens les plus médiatisés. Ce gars-là, c'est un blue chip médiatique, c'est une masse dominante dans l'actualité. On aime le détester ou on déteste l'aimer, mais il est tout le temps là. Il est tout le temps là, tout le temps présent. Et tu as raison, je pense, on finit tellement par en parler que je suis pas sûr que les gens écoutent encore autant à un moment donné. Dès que tu as le mot Trump dans la nouvelle, ah ouais, ça va encore mal aller. Et il crée, c'est un facteur aussi, je suis convaincu de ça, c'est aussi un facteur anxiogène. C'est-à-dire qu'il va créer du stress chez beaucoup de gens en se disant, il va-tu mettre notre économie à l'envers? Il va-tu faire fermer nos entreprises? Il va-tu envahir le Canada? Je dis n'importe quoi. Mais chez beaucoup de gens, comme la COVID l'a été, comme l'environnement l'est souvent, comme l'intelligence artificielle l'est à bien des égards, il y a des facteurs anxiogènes dans l'actualité qui créent du stress chez les gens qui écoutent beaucoup de nouvelles. Et l'impact de ça, c'est, si tu veux moins de stress, t'écoutes plus. Alors que dès qu'il y a le mot Trump, il y a un paquet de gens probablement qui ferment la porte, ferment la fenêtre, qui disent non, inconsciemment, qui veulent rien savoir de ces nouvelles-là.
sais, ce qui est drôle, Jean-François, depuis le temps qu'on parle ensemble, des fois, il y a eu des moments, mettons, où l'essence était trop chère, puis les gens disaient, là, on va se parler, puis on boycotte Shell, nous autres, la prochaine semaine. Toutes ces affaires-là, ça n'a jamais marché. Tu sais, tout le monde dit, on va faire ça. Tu sais, les mouvements de groupe pour boycotter, tout ça. Mais dans le cas de Trump, moi, je vois quelque chose de tout à fait nouveau. Il n'y a pas eu d'ordre du gouvernement. Il n'y a pas eu de leadership, mettons, du premier ministre qui va dire, j'espère que vous allez boycotter. Moi, j'ai pas vu ça, à moins que tu me le dises. Mais moi, j'ai vu vraiment spontanément un paquet de Canadiens qui, sans s'être appelés au téléphone le jour d'avant, ont décidé de moins consommer américain, faire un effort pour consommer plus canadien. Tu sais, la façon pour les gens de dire, là, Trump, il est en train de nous menacer pour vrai, il est baveux, il pourrait mettre à péril notre économie dont on est très fiers. Tu sais, j'ai trouvé ce phénomène-là. Je pense pas que c'est un phénomène de réseaux sociaux. J'ai pas vu ces réseaux sociaux dire, hey, est-ce que vous allez boycotter vous aussi? Je sais pas. Mais les médias ont rapporté ce que les gens font. Mais pour que les gens le fassent, c'est pas les médias qui ont dit faites-le. Je sais pas si tu vois la nuance. Souvent, on essaie d'être influencé, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est venu du cœur, c'est venu spontanément. J'ai l'impression, puis là, c'est vraiment juste, c'est pas l'analyste, c'est plus un observateur qui parle. J'ai l'impression que Donald Trump vient bousculer beaucoup comme société, pas juste au Québec, au Canada, mais un peu dans le monde. Ah, dans le monde, oui. Vient bousculer nos valeurs. Parce que, tu sais, d'abord, il a exactement les mêmes caractéristiques qu'un intimidateur. Fait que déjà, ça, c'est une valeur qui est honnie dans la société. Les gens n'aiment pas ça. Non. Alors, ensuite de ça, il essaie, tu sais, il va nous donner une claque sur la gueule, il se dit, je vais être fin, moi t'en donner juste une. Ah, c'est vrai, il est donc fin. Merci. Merci de m'avoir frappé juste une fois. Mais donc, quand tu regardes ça comme société, on n'est pas cave à temps plein, là. À un moment donné, on voit ça, puis on se dit, tu sais, comme citoyen, comme humain, on se dit, c'est un enfoiré. Fait que là, qu'il ait tort, qu'il ait raison, il risque de mettre en danger notre économie, notre pays et tout le reste. Et il reconnaît pas l'amitié et les siècles de collaboration qu'il y a eu entre les pays. Même si personne n'est un spécialiste en politique, on n'est pas innocent, on voit ça, puis ça correspond pas à nos valeurs d'humain. Et dans notre société, à partir de toutes les nouvelles, l'impact d'une nouvelle et la pénétration d'une nouvelle dans un marché est toujours, à peu près toujours lié à des valeurs humaines. Quand un individu comme Trump vient remettre en question et bousculer des valeurs intrinsèques importantes dans notre société, même s'il n'y a pas de mobilisation, les gens réagissent. Les gens réagissent, les gens n'aiment pas ça. Et l'impact de ça, on va moins aux États-Unis, on achète moins, puis il y a des produits américains qui disparaissent de nos tablettes. On va lâcher un peu les États-Unis. Revenons un peu chez nous. J'aimerais que tu me parles du traitement médiatique. Dans les sujets qui sont, j'allais dire, trop discutés ou qui ont écœuré le monde un peu, c'est le fameux troisième lien à Québec, le tramway, qui fait jaser. Puis, moi, j'ai pas l'impression que c'est juste dans la région de Québec. J'ai l'impression que c'est national comme sujet. Est-ce que je me trompe? Oui. En fait, ça a débordé, évidemment. C'est devenu très populaire, très médiatisé aussi à travers le Québec. Parce que parce que c'est un gros investissement, ça a un impact partout. Et les partis politiques à Québec, c'est devenu une nouvelle nationale. Mais c'est sûr quoi ça me fait penser? L'histoire du tramway, ça me fait à peu près penser à la souveraineté, au mouvement souverainiste. Quand les libéraux voulaient faire peur au monde, ils disaient, attention, élisez pas le PQ parce qu'ils vont arriver avec un référendum. Oh ouais. Ils vont nous séparer. C'est comme devenu, à un moment donné, comme une espèce d'épouvantail qu'on lève, ou quand on veut faire peur au monde, le tramway, le troisième lien, c'est devenu une espèce de patente, comme disait Jean Charest, une patente à gosse. On est même loin de trouver, de chercher des solutions. C'est du bruit. C'est du bruit médiatique. Ouais. Il y a des partis qui servent de ça pour faire peur. Puis quand quelqu'un arrive et dit « Ouais, moi, je veux en reparler, je veux ramener ça dans l'espace public », on dirait qu'il y a une espèce de goût de vinaigre dans la bouche de tout le monde. C'est le genre de sujet qu'on a traîné dans la boue, qui est devenu sale et qui n'est pas très populaire actuellement. Je ne te parle pas du projet, mais dans l'espace public, ces sujets-là, tous les politiciens qui essayent de ramener ça, on est tout le temps un peu méfiants en se disant, est-ce qu'il y a un intérêt? C'est pas pour le citoyen, il y a comme un intérêt pour le parti de ramener ça, de faire peur aux gens ou encore de ramener ça pour essayer d'aller gagner des votes. Donc, il y a beaucoup de partis de politiciens qui se discréditent en essayant de ramener ça dans l'espace public. Dis-moi, on a parlé récemment d'Arthabasca, les élections municipales, mais est-ce que, à ton avis, de ce que tu vois, les élections municipales reçoivent le poids médiatique qu'elles méritent? Est-ce qu'on en parle assez? On n'en parle pas beaucoup. Et je te dirais, en fait, dans les régions où on en parle le plus, puis ça, c'est quoi qu'on avait découvert, je te raconte une histoire, on avait découvert ça il y a quelques années. Dans des régions comme, par exemple, Saguenay et Québec,
les deux régions où il y a les plus fortes proportions de contenu local dans les médias, donc les régions où les médias s'intéressent le plus à ce qui se passe au coin de la rue et à l'hôtel de ville, ce sont les régions qui votent où il y a les plus forts taux de participation aux élections. Et à l'inverse, à l'autre bout du spectre, les régions où on en parle le moins, c'est les régions habituellement où on va le moins voter. Donc, la conclusion de ça, c'est que quand les médias vous interpellent, vous autres les citoyens, puis ils vous disent « c'est écœurant, tel politicien ne devrait pas être là », etc., les gens se sentent... Donc, les médias ont un rôle très important, les gens se sentent interpellés, les gens vont voter. Donc, l'autre élément de ça, sachant que les médias disparaissent de plus en plus des régions, il y en a de moins en moins dans les régions et on McDonaldise de plus en plus la nouvelle. C'est le même hamburger de Gaspé à Gatineau qu'on sert partout, la même nouvelle de plus en plus. Ben, ce que ça fait, c'est que ça nous amène dans une situation où on démobilise les gens vont de moins en moins voter. C'est quoi? Le taux de participation de moyenne au Québec aux élections municipales, c'est entre 30 et 35 %. Dans des régions comme moi, j'habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, on est à 40-45 %. On fait un party, on dit « Yahoo! On est meilleur que les autres. » Et 40-45 %, c'est pas fort. Non. Mais c'est meilleur qu'à peu près partout au Québec. Il y a très peu de places au Québec où on a de très forts taux de participation. Et les meilleurs, ce sont dans les régions comme Québec et Saguenay, où il y a le plus de contenu local. La pire région en contenu local au Québec, c'est Montréal. Tu sais, Montréal... Parce qu'à Montréal, on fait du contenu national, national étant québécois, mais on parle très peu de ce qui se passe à l'hôtel de ville. Quand Valérie Plante se met le pied dans la bouche, OK, on en parle, mais c'est très rare que tu entends à la radio le matin ce qui s'est passé à l'hôtel de ville la veille, alors qu'à Québec, on le fait, alors qu'à Saguenay, on le fait. Dans certaines régions, on le fait vraiment avec beaucoup, beaucoup d'efforts. Et ça interpelle les citoyens, c'est fondamental. Malheureusement, on donne pas beaucoup de place aux élections municipales. Et encore une fois, on s'en va dans cette mouvance-là pour les élections qui s'en viennent au mois de novembre prochain. Ce qui est drôle, Jean-François, c'est que je t'écoutais, puis en même temps, je pensais, tu sais, je suis assez vieux maintenant pour me rappeler de ce qui faisait l'entertainment dans le temps à la télé puis à la radio. Puis je me rappelle que les émissions avant étaient beaucoup axées sur les arts et spectacles, la musique, tu sais, les ad-libs, les émissions de Michel Jasmin, plein d'émissions de même qui étaient live ou pas, mais où il y avait des invités, tout ça. Puis aujourd'hui, si tu regardes les LCN, les RDI et même les grands réseaux, c'est des émissions avec 3-4 panélistes, collaborateurs que tu n'as pas besoin de payer comme employé à temps plein, ouais. Ça fait bien, mais qui viennent parler de politique, qui viennent parler essentiellement de politique. Alors, je me dis, si la politique est toujours pareille, puis les gens sont là, comment ça se fait qu'on en parle tant? À moins que tu me dises ça marche, c'est épouvantable, la joute, puis les émissions avec les commentateurs autant RDI. Ouais. Est-ce que ça tire tant que ça? Mais parce que moi, j'entends autour de moi des gens écœurés d'entendre parler politique, puis finalement, il n'y a plus tant d'émissions sur le divertissement en général, comme il y en avait dans le temps. Tu as raison, mais en même temps, analysons juste un instant de quoi on parle quand on parle de politique. Oui. Quand on parle de politique, là, la politique provinciale, fédérale... On patine, probablement que c'est ça que tu vas me dire. On patine ou encore, on parle des chefs. En politique, dans n'importe quelle campagne provinciale ou fédérale, c'est les chefs. C'est l'enfer pour un candidat régional de faire parler de lui. Les gens, ils s'en foutent. On va parler outrageusement des chefs. Mais je pense à Poilier, j'ai pas le choix. Je pense à Poilier avec les 214 candidats dans cette élection. Oui, moi, j'en revenais pas. J'ai une dame qui a fait la meilleure cote que j'ai entendue, c'est une dame anglophone qui dit « I think it's a joke ». Pense-y. Mais on n'a pas, c'est ça, on échappe vraiment, tu sais, ce qu'il y a d'important, tu sais, localement. On parle pas de programme, dans le fond, tu me dis, on parle pas des programmes, on parle pas des... on parle des chefs. Il a fait ça. Puis l'autre affaire, là, Gilles, quand il y a le débat des chefs, là, tu sais, le fameux débat des chefs, moi, je m'attends tout le temps, à un moment donné, il y a un sondeur qui devrait poser cette question-là le soir ou le lendemain du débat des chefs et demander aux gens, au lieu de demander qui a gagné, parce qu'on s'en sac, il n'y a jamais personne qui gagne, c'est tout le temps un match nul à chaque fois à peu près, à moins que quelqu'un s'auto-pelure de bananise, mais ça n'arrive pas. Mais il y a un sondeur, un jour, va demander aux gens, avez-vous appris quelque chose? Parce que c'est ça, normalement, le but d'un débat des chefs, c'est comme citoyen, pour t'aider à mieux voter, pas qui a gagné, mais plutôt... Toi, le Gilles, as-tu appris de quoi ce soir? Ouais. Et ça, le jour où vraiment on va le faire, le jour où vraiment on va commencer à se poser des questions comme citoyens, la campagne électorale nous permet d'apprendre quelque chose et non pas comme un show de télé-réalité, c'est qui va faire la meilleure jambette à qui. Ben là, à ce moment-là, je pense que
comment dire, la démocratie va mieux s'emporter à ce moment-là. Dis-moi, une des choses que l'on sait maintenant, à cause de l'offre immense de divertissement, de télé et la télé à la carte, les Netflix de ce monde et autres, je peux pas croire que ce qu'on disait être le maestro, le grand chef, le pouvoir total qui était la télévision, a encore le même poids qu'avant. J'ai l'impression que la télévision, autant que la radio, autant que bien d'autres médias traditionnels, s'effrite. Puis son influence aussi? Ah oui, oui, c'est sûr. La télé, d'abord, les médias se segmentent tellement, deviennent tellement... Tu sais, c'est comme... les grands... ça me fait beaucoup penser aux centres commerciaux, c'est-à-dire des grandes chaînes, des grands espaces. Je vous compare ça à des médias traditionnels. Il y en a de moins en moins, puis ils vont mourir de plus en plus. Puis on le voit notamment dans la diffusion du sport. Les chaînes spécialisées, Amazon, Netflix. Ah ouais. Tu sais, dans quelques années, des TVA Sport et RDS, je vais faire de la peine à tout le monde. Ouais. Si c'est pas fermé, ça va être beaucoup plus petit. Ça va être sur des... Je dis pas qu'on va retourner au mini-pot, là, mais on va beaucoup resserrer dans des... Oui, c'est ça. Birdie! Avec M. Buis? Oui. Et, oui, c'était qui? Serge Leminx? Ah oui. Ah oui, c'est un classique. Ça. Mais je pense que on va retourner, on va transformer l'offre parce qu'on n'aura pas le choix, on va s'en aller dans cette direction-là. Un peu ce que Musique Plus a fait, puis MTV, puis finalement, MTV fait de la production maintenant qu'on voit sur Netflix, mais ils sont juste en production. Mais tu sais, ils sont morts de leur belle mort avec la vidéo. Moi, je pense que ça va être difficile. D'autant que quand je demande, mon plus jeune fils a 23 ans, puis ses amis, des fois, viennent à la maison, puis côté journaliste, curieux, je pose des questions. Qu'est-ce que vous écoutez comme radio? Puis ils sont là, quoi? On n'écoute pas la radio, nous autres. Spotify. TikTok. Il n'y a personne qui écoute la radio dans les 25 ans et moins, là, de ce que je comprends. Fait que la relève n'est pas là. Mais non, je sais, mais tu ne peux pas être totalement surpris, là. Non, puis l'autre chose, je trouve que je réalisais ça dernièrement en jasant avec des chums, tu sais, on arrive avec ces médias-là, déjà même avec ce qu'on a actuellement. Par exemple, parlons juste du hockey du Canadien. Ouais. Quand toi et moi, on était jeunes, années 80-90, la soirée du hockey, à l'époque, il y avait une game par semaine, c'était le samedi. Samedi soir. Des fois, le mercredi, quand on était faim. Des fois. Et quand tu étais faim, tu pouvais écouter les 3 périodes, sinon tu allais te coucher après la première. Ah oui, le pyjama, go. Oui, puis ça, c'était après la soirée canadienne. Ah non, c'était tout... Ouais. Mais ce que ça faisait, ça créait un rendez-vous collectif. Ouais. Où tu te disais, tu sais, quand tu entendais ton voisin hurler parce que le Canadien avait marqué, tu savais qu'il écoutait la même game que toi. Maintenant, il y a tellement de postes, tellement d'offres, que si ton voisin crie un soir puis qu'il écoute la même chose que toi, ben achète-toi un billet de 49 puis t'es chanceux. On a vraiment le principe de rendez-vous collectif qui venait enraciner le sport dans la culture parce que tout le monde faisait la même chose en même temps. Maintenant, ça n'existe plus. Et ça fait en sorte que il y a des sports qui essaient de s'enraciner chez nous dans nos mœurs. Ils ont bien de la misère. Pour qu'une culture fonctionne, ben il faut que les gens y adhèrent puis sentent qu'on fait front commun ensemble, on fait la même affaire ensemble. Et maintenant, avec les chaînes spécialisées, on ne voit plus ça parce que tout est tellement segmenté qu'on n'a plus de rendez-vous de gang qui devenait un rendez-vous le lendemain matin devant la cafetière où on avait tous écouté la même game. Tu sais, quand j'étais jeune, je me souviens en 72, là, ça me rend vieux, mais en 72, la fameuse série du siècle, on avait ramassé 4 classes ensemble. Il n'y avait plus d'école, on écoutait la game de hockey. Même chose dans le grand dégagement, on écoutait le hockey. Ah oui. C'est fou. Et là, aujourd'hui, tu pourrais pas imaginer ça. Il y aurait des plaintes, imagine. Le syndicat se plaindrait, on se plaindrait au gouvernement, ça n'a pas de bon sens. On brime les enfants, on force les enfants à écouter un sport. On devrait aussi les faire écouter la pétanque, le tennis et le badminton. Ben oui, toi. Fait que le hockey était devenu... C'est comme ça que ça s'est enraciné dans notre culture. En fonction, pas juste de Maurice Richard, pas juste de Guy Lafleur, mais aussi de ces fameux rendez-vous-là, où tout le monde faisait la même chose en même temps et qu'on ne verra plus jamais parce que la multiplication des médias et la disparition des chaînes de sport fait en sorte que les grandes voix comme Pierre Houd, René Lecavalier, Gilles Tremblay et les autres, oui, ça fait partie de notre patrimoine, mais on va en avoir de moins en moins des gens dont on va se souvenir très longtemps parce qu'il n'y en a plus juste un, il y en a 15. Et les seuls moments, c'est des moments qui viennent une fois par 2 ans, 4 ans, c'est-à-dire le mondial, le Super Bowl une fois par année. Mais tu sais, c'est tellement peu par rapport à avant. Tu as raison, ça pue l'impact que ça pouvait avoir. Je voulais savoir,
Jean-François, est-ce que tu as l'impression que les médias suivent de plus en plus les réseaux sociaux plutôt que l'inverse? Ils s'en inspirent beaucoup. Ils ont commencé à se dompter un peu parce qu'il y a tellement eu de fausses nouvelles qui sont sorties. Quand même. Oui, je me souviens, mais du fameux classique de la fausse mort de Pat Burns en 2010. Ouais. Où tu sais, je veux dire, moi, à la blague, je disais, si dans l'histoire, c'est vrai que le Christ est mort et ressuscité en 3 jours, ben, Pat Burns a été bien meilleur parce qu'il est mort et ressuscité en 43 minutes, lui, grâce aux réseaux sociaux. Parce que il y avait une fausse rumeur qui était sortie sur Twitter à l'époque, et tous les comptes Twitter des médias traditionnels s'étaient emparés de ça. Tout le monde en parlait, mais pas encore à la télé. Et vers 43 minutes après, il y avait le fils de Pat Burns qui appelait un média après l'autre pour leur dire « Hey, arrêtez de vous énerver, les gars, je suis en train de faire mon épicerie avec mon père. Il est pas mort. » Fait que les réseaux sociaux ont eu continuellement un impact important sur les journalistes, des fois paresseux, ou les journalistes créatifs, qui sont allés chercher de la nouvelle et parfois de la fausse nouvelle dans les réseaux sociaux. On fait beaucoup plus attention aujourd'hui, mais encore une fois, ça joue un rôle important. Les influenceurs, la montée des influenceurs, également les gens qui, combien de fois tu l'as entendu, je l'ai entendu, des jeunes qui disent « Moi, je m'informe grâce à mon compte Facebook. Et je m'informe grâce à toi, à X. Je m'informe. Je vois... » Puis là, t'as beau leur expliquer, ben voyons, mon raisin, si tu fais ça, c'est parce que tous les gens qui pensent pareil, lisent la même nouvelle, vont être exposés à la même nouvelle. C'est important de diversifier, ben ils comprennent pas. Fait que ça, c'est un des dangers de notre jeunesse qui est en train de se polariser, qui consomme les mêmes affaires dans le même angle. De la même façon, ça fait en sorte que c'est la diversification qui rend les gens intelligents. On est en train de devenir un paquet ou d'élever un paquet de concombres. Tu sais. Dis-moi, le fait que les salles de nouvelles rétrécissent parce que les budgets sont plus là dans les grands médias, est-ce que ça a un impact direct sur la diversité des sujets couverts, tu penses? Ah, c'est sûr, ça. C'est sûr. Parce direct, que, hein? Ah oui, les salles de nouvelles, ils ont moins de monde, ils ont moins de temps. Et souvent, les salles de nouvelles, c'est à Montréal, parce qu'en région, tu as un gars. Ça fait que s'il y a quoi d'important qui se passe à Trois-Rivières, c'est pas le gars de Trois-Rivières qui va le couvrir, ils vont envoyer un journaliste de Montréal. Fait que, bon, on l'a vu à maintes et maintes reprises dans toutes sortes de nouvelles. Oui. Montréal était tellement meilleur que tout le monde que quand il y avait de quoi de gros, même s'il y avait du monde à Québec, on envoyait la gang de Montréal couvrir ce qui se passait à Québec. Mais ça, ce que ça fait, c'est que, encore une fois, ça réduit notre intérêt pour ce qui se passe localement. Ça fait que je mets au défi qui que ce soit qui nous écoute de me donner les grands enjeux d'une autre région au Québec. C'est quoi qui est important sur la Côte-Nord actuellement pour quelqu'un qui est à Trois-Rivières, quelqu'un qui est à Gatineau? Qu'est-ce qui est important en Abitibi? Je le sais pas. Je le sais pas parce que les médias, ils en parlent pas. Et le média local va en parler un petit peu, mais la proportion de contenu est tellement faible. Les régions, Gilles, depuis 20 ans, ont perdu presque 90% de leur contenu. Fait que, au profit, on a encore autant de nouvelles, même plus de nouvelles encore. Donc, c'est les nouvelles nationales, c'est les nouvelles de Montréal, c'est les nouvelles internationales. Mais ce qui se passe localement, ce qui concerne directement les gens, zéro. Et, souvenons-nous toujours de ça, si tu n'existes pas, si tu n'es pas dans le Kodak, publiquement, tu n'existes pas. Les régions disparaissent de plus en plus. Un des bons trucs, à une époque, je me souviens, on disait tout le temps, des politiciens ont compris, Jean Tremblay à Saguenay, Régis Labaume à Québec, puis Denis Coderre à Montréal. La controverse, c'était ou bien tu étais controversé, faire parler de toi, ou tu tombais dans l'indifférence. Et là, ces gens-là, ces politiciens-là, ces maires-là, avaient le tour pour faire parler d'eux autres. Ils étaient très colorés, on pouvait ne pas les aimer, mais il y avait une très bonne façon pour faire parler d'eux autres. Et le problème aujourd'hui, c'est que on arrive avec une classe de maires qui est beaucoup plus gentille, beaucoup plus soft, et les régions, on n'en parle plus, ils disparaissent. Donc, il n'y a plus d'intérêt politique pour les régions. Puis là, je me dis, je sais qu'il y a des gens qui vont réagir, ils vont dire, il est fou du mal, mais je vais caricaturer, c'est pas grave, je vais le dire pareil. Tant qu'à vivre ça, tant qu'à disparaître et qu'il n'y ait plus d'intérêt politique pour les régions, plus d'intérêt médiatique non plus, ben que les politiciens nous le disent et qu'on rapatrie tout le monde à Québec et à Montréal, qu'on ferme les régions. On n'a pas, médiatiquement et politiquement, on n'a peut-être pas les moyens d'avoir un pays, une province, une région aussi étendue de façon aussi large, parce que si on s'y intéresse pas, on va couper, réduire des services, les entreprises vont se désengager, il va y avoir de moins en moins de monde, mais ça va coûter encore plus cher maintenir des services minimums dans l'ensemble de ces régions-là, parce que tu n'auras plus de médias, tu n'auras plus d'intérêt politique, et un politicien honnête
va te dire qu'il y a 2 choses qu'il fait le matin en se levant. C'est d'abord lire son plus récent sondage, ils font toujours ça, et après ça, c'est lire sa revue de presse. Fait que si ta région n'est pas dans la revue de presse, si tu n'es pas dans le Kodak, politiquement, il n'y a pas d'intérêt à se pencher sur toi et à régler tes enjeux, parce qu'il n'y en a pas d'enjeux. Il n'y a pas dans le Kodak, tu n'as pas de vie, tu n'existes pas. Jean-François, ce qui est drôle, d'un fait qui ne changera jamais, je pense, de tout temps. Puis même quand on regarde au début des journaux au 18e siècle, puis les premiers écrits au 17e siècle, tout ça, une affaire qui a toujours marché, puis qui marche, puis on l'a vécu récemment. À un moment donné, je me suis ramassé d'une journée où j'ai eu des textos, j'ai eu des courriels de gens qui s'informaient sur le maire de Québec. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air qu'il y aurait une nouvelle blonde. Écoute, ça a fait... Non, je te dis pas que ça a été la première page du journal, mais ça a été une traînée de poudre. Je suis certain que ça a fait jaser à Montréal aussi, parce que Monique Néron est une fille de Montréal, belle femme, qui je dirais qu'il a une carrière qui est en montée quand même. Elle a fait quelques émissions avec Émilie Perrault et autres. Et là, le maire était célibataire depuis un petit bout de temps. Il y en a qui l'ont pris là aussi. Mais c'est effrayant comment ça a fait jaser. Je dis, plus ça change, plus c'est pareil. Quand il y a du patinage, c'est vrai, hein? Ça, on peut pas s'en sortir. Oh, oui, puis en même temps, et je vais dire comme tu dis souvent, oui, mais non. Dans le sens que on n'a pas une presse très gossip. Pas très populisante, non, c'est vrai. Non, les seuls qui peuvent pas aller faire leur épicerie tranquille, c'est les joueurs du Canadien. Habituellement, on est très soft. Notre presse s'intéresse pas vraiment beaucoup à la vie personnelle des gens, sauf des cas d'exception. On se souvient du couple Snyder-Pelado, qui, peu importe ce qu'il faisait, on se souvient aussi de Justin Trudeau et sa femme. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, ça allait dans la presse People, mais en général, comparativement aux anglophones, comparativement au reste du pays. En général, ben oui. Oui. Et eux autres ont une presse tabloïde beaucoup plus people. Et en passant, parlant de presse tabloïde, les gens qui critiquent le Journal de Montréal et le Journal de Québec, vous devriez aller lire les autres tabloïds dans les autres pays. Vous verriez qu'on a à peu près les meilleurs tabloïds au monde en termes de qualité d'information. Oh oui. Parce que quand tu vas lire le New York Daily News... puis à Londres, ça fait sec aussi, là, le Sun. Ah, ben fou. Oui! Bon, le sans sexe, sport, spectacle, là, c'est vraiment... Eux autres, là, ils ont poussé ça au maximum. Ils n'ont pas décroché. Nous autres, on a décroché. On a déjà eu ça, la page 7 ou la page 3. Mais nous autres, ça fait longtemps. Le rayon de soleil matinal. Tu te souviens de ça? Je passais le journal, mais je regardais si les pages étaient correctes avant de partir. Ben oui. C'est quoi notre plaisir quand ils oubliaient par erreur, parce qu'on transportait, nous, le Journal de Québec, j'étais à Kamloops, le Journal de Québec, la fin de semaine, il y avait le Photopolis avec les pages centrales. Je ne sais pas si tu te rappelles, le Photopolis, c'était assez à gogo. Fait que de temps en temps, il nous oubliait un dans notre pile, puis on prenait le temps de le regarder, voir si tout était correct. Avec Claude Poirier qui était là-dedans. C'était quelque chose. Dans le milieu, c'était pas Claude Poirier. C'était plutôt... Non, heureusement. Une copine. Appelons-la la copine. Dis-moi... Mais en passant, juste de même, tu sais que l'équivalent du reste du Canada, le réseau Sun, jusqu'à, je sais pas s'ils le font encore, mais jusqu'à tout récemment, avait encore leur Sunshine Girl tous les matins. OK, quand même. Okay. Tu sais, quand on parle de cultures différentes, là, c'était vrai, c'est fascinant quand en 2023, 2024, on a encore ça. Si c'est pas 2025 qu'il y ait encore ça, tu te dis, mettons on a changé un petit peu, puis alors qu'il y en a d'autres qui sont restés à la même vitesse. L'évolution n'est pas partout pareil. Est-ce que les chroniqueurs qu'on voit beaucoup, parce qu'on sait que, comme je disais, pour les médias, au lieu d'engager des gens à temps plein avec des fonds de pension à pu finir, tu prends des gens qui ont d'autres jobs ou qui sont chroniqueurs, puis tu payes tant de la chronique. Est-ce qu'ils ont un rôle important dans l'équilibre médiatique du Québec? Écoute, d'abord, il faut comprendre que, de façon générale... Martineau et autres, là. Ouais, la nouvelle, ça a même pour tout le monde. Donc, le produit de base, le produit brut, ça a même, à moins que tu aies un scoop, là, tout le monde traite la même nouvelle à peu près dans le même angle, à peu près de la même façon. Donc, comment tu fais, toi, comme média, pour être différent des autres? C'est grâce à l'opinion. Alors, ça, c'est une des choses qui s'est beaucoup transformée depuis 20 ans. C'est que la place de l'opinion est devenue extrêmement importante dans l'ensemble des médias. Et c'est comme ça que tu as un élément de différenciation par rapport aux autres médias. Ton produit est différent, pas en fonction de la nouvelle, c'est en fonction de l'opinion. Donc, les chroniqueurs, les Martineau de ce monde, c'est eux autres qui font vivre le média. C'est pas même le journaliste rapporte la nouvelle, mais le journaliste du Journal de Montréal puis de la presse, habituellement, rapporte à peu près la même nouvelle, à peu près dans le même angle. Alors que le chroniqueur a sa chronique à lui. Ben oui, puis entendons-nous, là, d'avoir de l'opinion intelligente, articulée tous les jours, c'est pas pour rien que la sauce finit par goûter l'eau. Ben oui. Tu peux pas être brillant à tous les jours, mais malheureusement, le média force ces chroniqueurs-là
presque à tous les jours d'arriver puis de pondre une nouvelle chronique. Fait que des fois, à un moment donné, t'as quasiment l'impression, puis ça, on l'a vu, t'as quasiment l'impression que pendant que le gars écrit, il réfléchit pendant qu'il écrit, tu sais, il est en train de construire l'avion à plein vol. C'est à peu près comme ça que ça se présente, puis c'est normal. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas changer le monde à chaque jour, mais t'as pas le choix parce que l'impératif commercial fait en sorte que l'opinion, c'est devenu le moteur des médias. À la presse, il y a 30 ans à peu près, quand t'allais au rez-de-chaussée de la presse, t'avais les presses de la presse. Là, la presse s'est déménagée, mais après ça, quand ils ont enlevé la presse, ils ont enlevé les presses au journal La Presse, ils ont mis les posters de tous les chroniqueurs, parce que c'était eux autres qui faisaient vivre le journal. Ouais. C'était eux autres qui faisaient en sorte que le journal était différent du Journal de Montréal puis du Devoir. On a vu l'impact du décès de Folia. Hein? Oui. Quand on y pense, là, ça a un gros impact quand même. Là. On voit que ça a marqué la carrière de tellement de journalistes. Moi, je fais partie de ceux qui le lisaient avec religion. Écoute, c'est vraiment... Fait que, c'était un chroniqueur hors norme. Absolument. Puis, et il a été parmi les gens qui ont été au début de la commercialisation vraiment des chroniqueurs, parce que les chroniqueurs, ça fait longtemps qu'ils existent, mais il y a une époque, le chroniqueur, il mettait une couleur à la nouvelle. Avec Régent Tremblay, je dirais aussi, Régent était un des bons aussi, au départ. Puis ils travaillaient ensemble les deux, mais Régent parlait du Canadien, il traitait la petite rencontre dans l'autobus avec Guy Lafleur. Régent nous a amené ce genre de texte-là aussi, avant les autres. Absolument. Et ces gens-là ont beaucoup défini, ils ont permis de construire le modèle d'affaires autour du chroniqueur. Parce que c'est le chroniqueur qui fait vivre le média et ils ont été parmi les premiers chroniqueurs vraiment à apporter une couleur et une humeur à la nouvelle, contrairement au travail des journalistes. On va se quitter bientôt, mais on va se quitter pas à vie, là, mais pour ce podcast-là, mais je veux savoir, j'ai une curiosité, est-ce que tu es capable d'identifier mais pas la nouvelle qui t'a le plus marqué dans ta carrière dans les 20-30 dernières années? Ben, il y en a deux, moi. Il y en a d'abord la première. Je permets deux, Ouais, oh, t'es bien fait. La première, c'est sûr, ça a été le 11 septembre 2001, où on a changé de paradigme, où là, tout d'un coup, on regardait plus l'actualité comme des observateurs, mais on était impliqués là-dedans, on se disait, ça peut m'arriver. C'est arrivé chez nous en Amérique, oui, effectivement. Oui, fait que ça moi, ça a beaucoup changé. Puis en plus de ça, c'est que à ce moment-là, on commençait à voir apparaître une multiplication des téléphones intelligents à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, la nouvelle avait beaucoup... Parce qu'avant ça, une grosse nouvelle avait à peu près tout le monde utilisait le même visuel. Alors, la même image était reproduite en période de crise. On savait que c'est une période de 2 heures. Une image, une photo était utilisée plus de 18 fois. Et avec ça, avec le 11 septembre 2001, tu avais des millions de personnes dans la rue avec leur téléphone, leur appareil photo qui prenaient toutes sortes de photos. Ça fait que là, tu as vu une multiplication d'images. Donc, on a beaucoup enrichi la nouvelle avec beaucoup de perspectives différentes. Ça fait que ça, c'est la première nouvelle. L'autre chose qui m'a beaucoup bouleversé, c'est le traitement médiatique et l'influence de la COVID. Parce que la COVID, prenons par exemple, ça va être drôle un moment, mais prenons par exemple ceux qui faisaient du sport, les chaînes de sport. Il n'y avait plus de sport pendant des mois. Il n'y avait plus rien. Il fallait être créatif en s'il vous plaît pour avoir du contenu 24 heures par jour. Et la COVID a fait en sorte que c'est venu influencer beaucoup aussi les médias, la façon de travailler, comment notre intérêt à l'égard de certaines nouvelles. On a mis de côté temporairement notre surintérêt pour le Canadien de Montréal pour s'intéresser à d'autres choses. On s'est intéressé à nos vieux pendant un bout de temps parce qu'il y a du monde qui mourait dans des CHSLD parce qu'il faisait 45 degrés. Et comme par hasard, aujourd'hui, il fait encore des 45 degrés, mais il n'y a pas personne qui est arrivé quand même avec une solution. Donc, ça vient démontrer que ce sujet-là était à la mode à ce moment-là. On en parlé beaucoup comme d'autres sujets et qui sont disparus. Après, on est revenu à la normale. Aujourd'hui, on est pas mal revenu, pas presque à l'avant-COVID, mais quoique on a diversifié un peu notre intérêt pour les sports, on fait un petit peu plus de nouvelles internationales à cause de Donald Trump. Et il y a certains sujets où on va accorder un peu plus de place, mais de façon générale, les bonnes vieilles habitudes sont revenues, celles qu'on avait avant la COVID. C'est-à-dire que le tissu social, la pauvreté, c'est des sujets, des valeurs baissières qui ne nous intéressent pas vraiment. Monsieur Dumas, merci. Salut. Salut, bye.